Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour une petite heure d'information et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici tout de suite le programme de ce nouveau numéro d'Accès Direct. Focus sur une innovation en tout début d'émission avec les représentants de l'entreprise Elite. Ils ont créé le premier gilet airbag pour cyclistes et ils viendront nous le présenter. Curiox, c'est le nouveau centre culturel du Gine. J'accueillerai sur ce plateau la responsable de ce projet et la médiatrice de ce centre d'art et de rencontres. Enfin, nous nous accorderons une pause gourmande et chocolatée avec Lionel Berthet. Il viendra nous présenter le salon du chocolat et des gourmandises d'Aix-les-Bains. Mais avant d'accueillir mes invités, je retrouve Fanette de Buisson pour un petit point sur l'actualité. Salut Fanette. Salut Victoria. Alors dans les titres du JT, ce soir, on a d'abord l'Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà, l'Université Savoie-Mont-Blanc qui va se développer, s'agrandir dans les années à venir. Il y avait l'inauguration d'une nouvelle résidence universitaire à Anne-Sylvieux cette semaine. On en a profité pour faire le point sur les différents projets de développement. Et puis on revient sur une grande soirée à laquelle tu as participé hier à Annecy. Oui, c'était le lancement du réseau des fondus. C'est le nom choisi c'est un nouveau réseau social, mais made in Haute-Savoie. Et l'idée, c'est qu'il y ait des rencontres en ligne, mais aussi des rencontres dans la vraie vie. Donc il y avait pas mal de monde hier à l'Impérial d'Annecy, 600 personnes pour le lancement de ce nouveau réseau. Du vrai réseautage, on verra ça voilà, tout à l'heure. Merci Fanette, on te retrouve pour le JT tout à l'heure. Et on va passer à notre première rubrique qui s'intéresse ce soir à une innovation. Pour nous présenter cette innovation, je vais accueillir sur le plateau Marion Périssin et Xavier Poncet. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes Marion Périssin, chargée de communication pour l'entreprise Elite, et Xavier Poncet, ingénieur à l'origine de cette innovation qu'on voit sur vous, un gilet airbag pour les cyclistes. Alors tout de suite, comment fonctionne ce gilet ? Alors c'est un gilet donc, qui va détecter les mouvements du cycliste en temps réel et si il détecte une chute, il va se gonfler. Comment il se gonfle ? Qu'est-ce que ça fait ? En fait ça fait juste ça. Ça fait un petit peu de bruit. Voilà, alors on est en espace clos. Alors, je vais éteindre la carte pour... Je pensais que tu allais faire debout, mais c'est un petit peu surprenant. On est en espace clos, donc ça fait beaucoup de bruit, mais il faut savoir que quand on est en chute, on est tellement focalisé sur la chute qu'on n'entend même pas le bruit en fait. Et donc voilà, ensuite on a l'airbag qui vient se dégonfler, donc on peut voir, vous voyez des protections donc, sur le thorax, dans le cou et dans le dos. Voilà, donc c'est vraiment les zones vitales. D'après la sécurité routière, je crois que c'est les zones les plus touchées, après la tête bien sûr. Voilà. Pourquoi avoir conçu cette protection ? C'était une nécessité. Comment vous est venue cette idée ? Alors en fait, on est parti de deux constats. Donc en fait, le premier déjà, c'est qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Enfin, il y a 2 millions de personnes qui se déplacent tous les jours en vélo pour aller à leur travail ou pour se déplacer tout simplement. Et aussi, donc, comme le disait Xavier, c'est qu'il n'y a pas de protection vraiment qui existe pour protéger le haut du corps. Donc il y a le casque pour la tête. Mais c'est vrai que toutes les parties du haut du corps, il y avait un manque de protection. Et donc, c'est pourquoi on a développé ce gilet. Vous êtes les premiers à avoir conçu ce type de protection ? Alors, à ma connaissance, oui. Il existe la protection airbag pour d'autres applications. Mais pour les cyclistes, en tout cas en tant que gilet protection du corps, oui. Votre entreprise, elle est basée à Dijon, mais vous êtes dans les bureaux à Poisy, c'est bien ça, ici, en Haute-Savoie ? C'est ça, voilà. En fait, on a une partie de l'entreprise qui est à Dijon, qui s'occupe de tout ce qui est la production, qui va faire le montage des airbags, etc. Et nous, à Poisy, on est bureau d'études, donc on a fait toute la recherche et développement sur le gilet.
Xavier Pousset, vous êtes ingénieur dans l'entreprise Elite. Comment s'est passée la conception de ce produit? Alors déjà, c'est une conception qui a duré quand même assez longtemps, puisque ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet. Donc il y a eu déjà toute une phase de recherche. Déjà, est-ce qu'on a besoin d'une protection pour le cycliste? Ensuite, est-ce que c'est possible de la réaliser? Si c'est possible, comment? Donc là, il y a eu beaucoup d'étapes de recherche et développement. Et puis ensuite, on a eu toute une phase de test où on a demandé à des gens, au début de la région d'Annecy, puis après dans toute la France, de tester le gilet en conditions réelles. C'est-à-dire c'est des gens qui prenaient leur vélo pour aller au travail et ils ont utilisé le gilet pendant plusieurs mois. Et le gilet, vous l'avez présenté en début d'année au CES de Las Vegas, Consumer Electronics Show. C'est le salon mondial consacré aux dernières technologies. Comment a été perçu le produit là-bas? Alors donc déjà c'est un très gros événement. Effectivement on a eu énormément de couverture médiatique du fait que donc, c'est le premier qui existe et aussi du fait des démos, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc on a eu vraiment des retombées dans le monde entier. Et donc ça nous a encouragés à continuer toute la recherche et développement sur le projet. Est-ce qu'il y a justement d'autres projets? Est-ce que vous vous ouvrez aussi peut-être à d'autres pratiques sportives? Alors, nous déjà, Elite, on protège déjà les motards et les cavaliers. C'est notre activité historique. Donc ça, on continue à faire de la recherche et développement pour améliorer notre protection. Et donc là, en fait, on a d'autres idées aussi pour les cyclistes et pour les mobilités urbaines donc qui sont en cours de réflexion. Où est-ce qu'on peut se procurer ce gilet? On sait qu'il y a beaucoup de cyclistes, notamment en Haute-Savoie. Comment on se le procure et surtout à quel prix? Alors, pour le moment, donc, le gilet vient d'être lancé il y a 2 semaines. Et donc, il est disponible sur notre site. Donc, on le vend en ligne directement. Et donc, le prix est de 690 €. Donc, c'est un petit budget, mais pour se protéger, c'est quand même un investissement plutôt intéressant. C'est ça, ouais. Au niveau de l'entreprise, combien de personnes travaillent ici en Haute-Savoie? Alors, en Haute-Savoie, on est 4. Et sur Dijon, ils sont 35. Est-ce qu'il y a des envies de se développer, notamment ici? Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux projets à venir, on peut espérer. L'électronique va faire partie des nouveaux projets. Donc, il y aura certainement peut-être plus de personnes qui vont nous rejoindre dans le futur. En tant qu'ingénieur, c'est aussi intéressant. Vous êtes tout jeune. Comment vous êtes entré dans cette entreprise? Alors, c'est un peu une histoire un peu banale. J'étais étudiant, je cherchais une alternance et mon collègue Swan travaillait déjà chez Elite et il cherchait un alternant. Il a contacté l'un de ses anciens professeurs qui était l'un de mes professeurs actuels et puis c'est comme ça que je suis rentré dans l'entreprise. Comment évolue l'offre, la demande surtout? Est-ce que c'est une vraie demande aujourd'hui de la part des cyclistes, des sportifs, d'être plus protégés? Alors oui, depuis qu'on a lancé le produit, on a déjà fait quelques ventes. On reçoit aussi beaucoup de demandes, beaucoup de questions et aussi notamment pour le cycliste urbain, mais aussi pour toutes les personnes qui font du vélo de descente ou du VTT, qui sont aussi en recherche de vraies protections pour leur activité. Vous l'avez dit, on va peut-être le rappeler, où est commercialisé le gilet? Est-ce qu'on le trouve en ligne ou dans les boutiques? En ligne pour le moment, mais effectivement, on est en train de mettre en place notre réseau de distribution. Donc je pense que d'ici le début d'année prochaine, il sera vraiment disponible dans beaucoup de magasins spécialisés vélo. Pour le moment, en ligne et puis sur les principaux... sur notre site, quoi. On rappelle l'adresse du site pour vous retrouver? Alors, c'est shop.elite.com. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté cette technologie. Avant de quitter le plateau, je vous propose de rester avec moi pour notre rubrique revue de presse, puisque je voulais ce soir alors parler d'un tout autre sujet. C'est un reportage qui a été diffusé mercredi matin dans la matinale de France 2. Et on y découvre de magnifiques images de la vallée de Chamonix et du Mont Blanc filmées par un aigle. On quitte le vélo pour s'élever un petit peu avec des images vues du ciel. Cet aigle survole les massifs des Alpes
pour une bonne cause. Il s'agit en effet de sensibiliser à la fonte des glaces et c'est l'initiative d'une association écologiste. Les fauconniers qui ont entraîné l'aigle veulent alerter sur l'impact du réchauffement climatique dans les Alpes et ils ont aussi pour ambition de réintroduire dans la nature ces aigles pêcheurs puisque c'est une espèce qui ne vit aujourd'hui qu'en captivité. Donc voilà, un aigle pour sensibiliser et puis on encourage du coup aussi les personnes qui nous regardent à prendre le vélo en toute sécurité avec votre gilet. Merci beaucoup Marion Périssin, Xavier Poncet de nous avoir consacré un petit peu de temps et bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie. Le temps pour moi d'ouvrir une page culture à la découverte du nouveau centre Curiox d'Ugine. Et pour en parler, j'accueille tout de suite Céline Di Mastro Matteo et Marie Bondy. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Et voici tout de suite le micro, ce sera plus pratique pour en parler. Puisque vous venez nous parler ce soir du centre culturel Curiox. D'abord, quelle est l'histoire de ce lieu ? Alors, Curiox en fait, est une ancienne église. La ville d'Ugine a réhabilité cette ancienne église dans le quartier des Fontaines pour offrir à la population donc un centre d'art. Voilà. Céline Di Mastro Matteo, vous êtes donc responsable du projet. Qui a pris part à ce projet de centre culturel à Ugine ? Alors pour ce projet, on a créé un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, des partenaires locaux, sociaux, économiques, Norbert Dufort, qui nous a accompagnés sur tout notre projet depuis 2 ans, qui est consultant culturel. Nous avons aussi eu Arlisère, la communauté d'agglomération, le département de la Savoie, la DRAC, et puis nos associations uginoises qui nous ont accompagnés dans ce projet. Marie Bondy, vous êtes médiatrice du centre. Quelle est la vocation tout simplement de ce centre ? Alors, le centre a vocation à présenter des expositions d'art contemporain, d'art d'aujourd'hui au public, aux Uginois et au public plus largement de la région. Et donc de proposer différents temps d'exposition, mais aussi des résidences d'artistes. Et justement, pour l'exposition inaugurale, vous avez décidé de consacrer cette exposition à Patrice Carré. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'exposition et nous expliquer ce choix ? Oui, alors du coup, Patrice Carré, c'est un artiste qui est originaire de Marseille, mais qui a l'habitude de travailler sur des thématiques en fait, qui répondaient bien au territoire d'Ugine. Avec les habitants, avec les entreprises, notamment aussi les entreprises d'Ugine. Et donc, son temps de résidence lui a permis de vraiment construire en fait, des œuvres en lien avec le territoire. Quand ce centre est-il ouvert ? Quels sont ses horaires ? Et surtout, quel public va-t-il accueillir ? Alors, les jours et les horaires d'ouverture du centre d'art, donc c'est pour le public, donc tout public, c'est ouvert, c'est gratuit. C'est ouvert les mercredis après-midi de 14h à 18h et les samedis en journée de 10h à midi pour le matin et de 14h à 18h l'après-midi. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Il y a ma présence sur place pour aussi permettre de faire le lien entre les œuvres et les visiteurs qui n'ont pas forcément besoin de connaissances en art contemporain parce que je suis là pour expliquer chaque œuvre. Et après, on a aussi des ouvertures sur rendez-vous pour les scolaires, tous les scolaires, qui se passent plutôt sur le jeudi matin. À qui est ouvert ce centre ? Est-ce que tout le monde peut accéder à ce centre de culture, à ce type aussi d'art ? Oui, bien sûr, oui. C'est vraiment l'idée, c'est de proposer des expositions qui soient de qualité en fait, avec vraiment des œuvres reconnues.
mais avec toujours le lien en fait au territoire, donc dans les thématiques, dans les matériaux peut-être des œuvres, et puis avec la présence en fait, ma présence en tant que médiatrice pour voilà aussi permettre aux gens de s'autoriser à venir voir des expositions d'art contemporain, et puis aussi tout le travail avec les scolaires pour amener les plus jeunes à découvrir l'art contemporain et d'ailleurs tous les événements aussi qu'il y aura autour lors des résidences d'artistes, différents événements. C'est pour ça que ça s'appelle un centre d'art et de rencontres, parce qu'il y aura aussi toute une programmation autour des expositions. On va revenir sur la programmation dans quelques instants, mais Céline Di Mastro Matteo, je voulais vous demander, vous l'avez dit, c'était une église avant. Oui. Comment on passe d'un lieu de culte à un lieu de culture ? Alors, comment on passe du cultuel au culturel? Donc, la ville a racheté ce bâtiment, cet édifice au diocèse de Haute-Savoie. Et dans les clauses de rachat, le diocèse a demandé ce que le bâtiment ait une vocation soit sociale, soit culturelle. Donc, après un état des lieux, il a été décidé de donner une vocation culturelle et d'offrir aux habitants, à la population euginoise et plus largement au territoire, des arts d'aujourd'hui. On imagine qu'il a fallu rénover, changer l'intérieur, l'extérieur. Comment ça s'est passé ? Alors, pas forcément. En fait, le choix a été fait de garder toute l'architecture initiale, puisqu'en elle-même, on peut dire que le bâtiment est une œuvre de Claude Fay. Ce choix était a été très simple pour tout le monde a été d'accord là-dessus. Et en plus, c'est une architecture qui justement accueille tous les arts. Et pourquoi avoir baptisé cet endroit Curiox ? Curiox veut dire curieux en patois. Donc pour le choix du nom de l'édifice, plusieurs noms ont été proposés et Curiox a retenu l'attention parce que en fait, le bâtiment a été inhabité pendant plusieurs années. Tout le monde se demandait ce qui allait se passer à l'intérieur. Et ça allait de soi de l'appeler Curiox, mais aussi parler de la curiosité, oui. La curiosité des arts. Alors, je vais laisser la parole. La possibilité de s'autoriser à être curieux et à venir voir ce qui se fait aujourd'hui dans le monde artistique par le biais des expositions et de tous les événements qui seront présentés au Centre d'art et de rencontres. Alors je vais faire ma curieuse et vous demander quels vont être les prochains temps forts là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors le prochain temps fort qui arrive rapidement, c'est mercredi soir prochain, 18h30. Le 16 octobre du coup. Il y a l'artiste Patrice Carré qui vient faire une rencontre commentée dans l'exposition. Donc c'est le moment pour rencontrer l'artiste, poser toutes les questions qu'on peut se poser devant ses œuvres. Il va expliquer comment s'est déroulée sa résidence, l'année sur Ugine, ses rencontres. Ses difficultés aussi, parce que c'était une première pour lui aussi. On écrit une page blanche, on l'a écrite avec lui. Donc voilà, il va partager avec la population son expérience sur Ugine. Où peut-on retrouver les informations concernant la programmation, l'endroit ? Alors sur le site de la ville d'Ugine, donc www.ugine.com. C'est noté, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite dans ce projet. Merci. Très bonne continuation à vous et à bientôt. Merci. Je vous invite à regagner la régie et nous allons nous accorder à présent une petite pause gourmande. On va parler chocolat avec Lionel Berthet. Bonsoir Lionel Berthet, merci. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Mais merci surtout de nous inviter. Alors vous faites partie de l'association Oser qui organise le salon du chocolat et des gourmandises d'Aix-les-Bains. On voit ici le petit flyer avec le programme. Le salon va avoir lieu ce week-end dans le salon Lamartine du Casino Grand Cercle.
Alors, les salons du chocolat, on sait généralement ce que c'est, on en a entendu parler. Quelle est la particularité de votre salon à Aix-les-Bains? Alors, ce n'est pas un salon que nous avons créé sur Aix-les-Bains, il a été créé en 2008. Par contre, nous l'avons repris l'année dernière avec une formule bien particulière puisqu'il n'y a que des artisans, qu'ils soient chocolatiers, qu'ils soient biscuitiers, macaronniers, confituriers, confiseurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc déjà, vous allez retrouver des artisans que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur des salons gourmands. C'est une première chose. Deuxièmement, nous avons souhaité énormément axer sur l'éducation au goût. D'où un très dense programme que l'on voit là, d'ateliers, de conférences. Il y a même un café-débat et des dégustations, bien entendu, à tous les stands. Alors, est-ce qu'il y a, vous parlez de nombreux artisans, est-ce qu'en Haute-Savoie, en Savoie, dans nos pays de Savoie, on a un savoir-faire particulier du chocolat, un savoir-faire riche? C'est du pain béni, en fait. Si vous voulez, c'est du pain béni de pouvoir poursuivre ce salon du chocolat avec une formule beaucoup plus qualitative sur Aix-les-Bains, parce que sur les pays de Savoie, mais même sur l'Isère voisine, sur l'Ain, sur la Drôme, nous avons des talents gourmands qui sont des génies, en fait, qui sont parmi les meilleurs de France, je tiens à le dire. Et justement, ils sont 25 à avoir répondu présent à l'appel ce week-end, et vous allez pouvoir découvrir des spécialités gourmandes que vous ne soupçonnez peut-être pas. Je peux citer les stalagmites du Géoparc de M. Pellicuit, la chocolaterie artisanale des Baux, je peux citer les chocopos de M. Bénolet à Pont-de-Beauvoisin, je peux citer les triangles de Lille, et Monsieur Ray est installé à l'île d'Abo. Je peux citer également le chocolat cru, notre marraine. Nous avons cette année une marraine, Amel Vic, qui est la seule femme en France à travailler le chocolat bean to bar, ça veut dire de la fève à la tablette. Parce que le chocolat, peu de personnes savent au final d'où il vient réellement. Effectivement. Il vient de ceci. Ceci, c'est le fruit qui s'appelle l'acabosse, qui pousse entre les deux tropiques, parce qu'il faut une hygrométrie et une température toute particulière. Et ce fruit va être coupé pour retirer les fèves qui vont être ensuite travaillées par les planteurs de cacao et ensuite transformées en Europe. C'est l'affaire de quelques grandes entreprises, Valrhona, Barry, Belcolade, Royal, peu importe, mais au final des artisans qui ont le savoir-faire pour tout maîtriser, depuis la fève à la tablette, bean to bar, ils sont qu'une petite vingtaine en France. Et parmi cette vingtaine, il n'y a qu'une seule femme, c'est Amel Vic, qui en plus travaille la fève de cacao crue et uniquement avec des produits locaux, celle de sa haute vallée de la Drôme natale. Bah, ça donne envie en tout cas d'en savoir plus, d'aller creuser dans ce domaine du chocolat. Vous parlez d'une femme, c'est une volonté de votre part de mettre les femmes en avant. Est-ce qu'elles sont nombreuses dans le domaine du chocolat? Mais oui, on peut se réjouir car sur la région, elles sont effectivement particulièrement nombreuses. Ce n'est pas forcément le cas partout, ce ne sont pas les plus médiatisées d'ailleurs. En France, je vous ai amené ici, j'espère que vous voudrez goûter en même temps que moi, des macarons avec plaisir. de Mme Cynthia Demabre qui est pâtissière à Rumilly, mais qui a fait le choix, pour se consacrer à sa famille, de ne pas avoir de boutique. Elle est présente uniquement sur les marchés locaux. Et là, elle tiendra avec Madame Sabrina Chauveil, notre femme, qui est barista professionnelle, donc spécialiste du café, l'espace café salon de thé glacier, avec une terrasse extérieure qui donne sur les jardins du casino. On annonce beau temps cette semaine, donc j'ai bon espoir là-dessus. Nous avons également Madame Marie-Aurore Bachelot de la chocolaterie Cacao à Aix-les-Bains, qui avec son compagnon, à peine 30 ans, a enchaîné les récompenses à échelon international dans le milieu du chocolat de manière exceptionnelle. Qui puis-je citer d'autres encore? Faut venir les rencontrer, tout simplement. Ça donne envie en tout cas. Et vous avez aussi souhaité inscrire la manifestation au programme départemental de la Fête de la Science. La Pourquoi? date, c'est vrai, ce n'est pas un hasard. Tout d'abord, c'est le mois d'octobre. J'aurais pas pu faire un salon du chocolat avec notre association, nous n'aurions pas pu. Au mois de novembre, au mois de décembre, tous les artisans sont déjà pris par leur production pour leur boutique. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, nous intervenons à la fin de la semaine du goût. C'est cette semaine, et également de la dizaine de la Fête de la Science. Alors, l'idée nous est venue, si vous voulez, il y a quelques années, j'ai vu qu'il y avait une société industrielle installée à côté d'Albertville qui proposait, dans le programme de la Fête de la Science, un atelier de fabrication d'une pièce en chocolat. Et ils étaient inscrits dans ce programme-là. Et je me suis dit, en fait, on doit avoir toute légitimité à nous aussi nous faire inscrire, parce qu'on va non seulement pouvoir faire un atelier pâtisserie le samedi matin avec Cynthia Demabre, on va pouvoir voir une vidéo sur la fabrication du nougat, il va y avoir une conférence sur les sources du cacao bio et équitable avec Bernard Zverev, qui est chocolatier agrobiologiste. Il va y avoir un atelier confiture anti-gaspi. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en profite, Alors, pour faire un petit aparté. J'aime beaucoup.
n'avez jamais entendu parler? Alors non. La conserverie j'aime beaucoup, solidaire oui, à oui. Cognin. Oui, Si, vous tout avez à entendu fait, parler quand même. tout à fait. Baptiste Bourdeau, que je salue, Baptiste. Je te salue. 100 tonnes de fruits et légumes. Baptiste et son équipe ont réussi à sauver en 3 ans seulement, en créant 15 emplois pour des personnes en situation de réinsertion, des confitures entièrement faites à la main. Et ils vont proposer au public de fabriquer sa propre confiture le samedi à 16 h. Nous aurons également un atelier décoration sur pâte sablée bio. À 18h30 le samedi soir, 12 octobre, les jurys dont le grand public peut participer, les jurys du Trophée du chocolat artisanal. C'est un concours que nous avons lancé pour nos exposants l'année dernière et qui a été remporté par Thomas Bisolon, chocolatier à Aix-les-Bains. Et puis le dimanche, il y aura un atelier pâte d'amande mais qui est déjà complet. Amel Vic, notre marraine spécialiste du chocolat cru, nous a dit qu'elle allait nous proposer un authentique chocolat chaud Maya, tel qu'il était fabriqué il y a 5000 ans en Amérique du Sud. Et puis M. Sébastien Fautrel qui sera là également pour un atelier, une gourmandise au cœur d'une tartelette. Et puis il y aura un café-débat, surtout sur un débat qui nous tient très à cœur et qui a commencé à éclater au début de l'année, la condition des travailleurs de cacao qui est abominable. Ça peut s'apparenter à de l'esclavagisme, malheureusement, à échelle industrielle, ce qui se passe à l'autre bout du monde. Pour notre plaisir, pourtant, pour le chocolat que nous consommons, comment savoir comment on peut rendre un chocolat meilleur pour éviter la déforestation, la pollution des sols, le travail des enfants et la misère sociale. Hélas, depuis 30 ans, le chocolat industriel est devenu synonyme de tous ces maux. Un vaste programme, en tout cas on ne va pas s'ennuyer ce week-end du côté d'Aix-les-Bains. Je pense pas. Vous avez parlé de ce côté responsable, éthique, de réfléchir à ça. Est-ce que c'est nouveau ou c'est un sujet sur lequel vous vous êtes déjà penché, qui vous tient à cœur? C'est l'un des fers de lance de notre association. Pour tout vous dire, on est une jeune association. Ça fait 1 an et demi que nous avons été créés pour prolonger dans ce sens-là. Le Salon du chocolat, c'est vrai, est un événement beaucoup plus connu du grand public. Nous organisons un salon plus ciblé, plus spécifique, mais pour autant tout autant grand public. Et j'invite tous nos téléspectateurs à nous rejoindre le week-end du 11 novembre, le 11 novembre étant un lundi, à Lucé, dans l'avant-pays de Savoie, pour le Salon des vins et délices Green. C'est un salon de la gastronomie, du goût, des circuits courts et de l'agroécologie. On sera parrainé cette année par M. Mario Benvenuti, qui est le président du consortium Terre des Alpes Slow Food, qui est un mouvement italien né en 86, justement, pour contrer le fast-food qui a éclaté, hélas, à échelle mondiale. Eh bien, rendez-vous est pris. Où peut-on retrouver toutes les informations, le programme de ce week-end? Sur votre site internet? Le site internet associationoser.fr, association Oser tout attaché, et le Facebook Salon du chocolat Casino Aix. Merci beaucoup Lionel Berthet d'être venu nous présenter le Salon du chocolat et des gourmandises d'Aix-les-Bains. On va rester ensemble pour déguster les petits macarons. Le temps de la pub, on se retrouve tout de suite après pour le journal de la rédaction.